enseignants, notamment au contact d'enfants et non pas d'adultes. Alors, commençons tout de suite. Le bilinguisme. On va regarder des définitions, je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est quelque chose, un phénomène qui est à la fois très ancré dans l'histoire et qui amène avec lui son bagage, son lot de controverses aux quatre coins du monde. Et ensuite, on parlera un peu cognition, théorie de l'esprit, acquisition. Donc, pour commencer, il faut savoir qu'aucune théorie, définition du bilinguisme ne fait consensus. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit dessus et personne n'est tout à fait d'accord sur ce que c'est que le bilinguisme. Donc, je pense qu'il est extrêmement important de se poser la question dès qu'on commence à en parler. Je vous ai mis en premier lieu une définition qu'on dit étroite ou exclusive, qui est une définition qui ne s'applique en réalité à personne. La maîtrise quasiment parfaite de deux langues par un locuteur, c'est un idéal, c'est une construction intellectuelle qui n'existe pas. Même un monolingue très doué ne maîtrise pas forcément sa langue. Le deuxième point, qui est déjà un peu plus intéressant parce qu'il est déjà plus réel, c'est ce qu'on appelle le bilinguisme équilibré. Quand on maîtrise de façon à peu près égale, et vous aurez noté que j'ai mis à peu près en italique parce que c'est ça qui est intéressant, euh, il y a rarement un équilibre parfait, tout simplement parce que la façon dont on apprend la langue va informer la façon dont on va la parler et la façon dont on la pratique va l'influencer. Je vous ai donné l'exemple, un avocat franco-américain qui est bilingue équilibré, s'il n'a jamais fait de droit français, il ne connaîtra pas son vocabulaire, par exemple. Un musicien de haut niveau qui n'a jamais joué qu'aux États-Unis ne saura pas forcément comment on dit staff, par exemple, en français. Euh, et encore en dessous de ça, on a l'extrême inverse, qu'on appelle la définition large ou inclusive, qui se définit comme la capacité ou le besoin, ce qui est important, de recourir à deux langues dans la vie quotidienne. Et dans cette définition, on ne parle pas du tout de ce qui est le niveau de maîtrise. C'est une définition qui ne va pas vraiment nous servir, je pense, à nous, parce qu'elle est vraiment beaucoup trop large. Elle inclut, par exemple, quelqu'un qui passe ses vacances, on va dire, en Italie et qui se débrouille assez pour commander un plat de pâtes 2 fois par an en Italie. Donc, un peu trop large, on ne va pas vraiment s'y intéresser ensemble. Par contre, la quatrième chose, et c'est là que les choses commencent à être intéressantes pour nous, à mon avis, c'est une définition qui est un peu au milieu, à savoir que le bilinguisme commence quand on peut produire des énoncés complets et qui ont du sens dans une langue ou l'autre. Il y a cette question du sens qui est très important et de la complétude, à savoir qu'on doit pouvoir parler les deux langues avec une certaine forme de correction grammaticale. Pas de la perfection, parce que ça n'arrive jamais, mais une certaine correction. Et ça mène à l'idée que le bilinguisme, pardon, est un continuum. Non seulement il y a plusieurs types de bilinguisme, mais encore, le bilinguisme, tout comme la maîtrise d'une langue chez un monolingue, va évoluer constamment. On dit qu'on arrive à peu près à une stabilisation vers l'âge de 12 ans, ce qui correspond plus ou moins à la puberté, mais tout au cours de votre vie, votre niveau de langue va évoluer. Et pour finir là-dessus, vous aurez remarqué que j'ai mis en grade deux choses. On peut avoir un bilinguisme passif qui est très fréquent. Quand on est éduqué dans un milieu bilingue, par exemple, dans un milieu d'immigration, vous avez une génération qui parle une langue et la génération d'au-dessus qui parle une autre langue. Très fréquemment, l'enfant va comprendre à la fois la langue de ses parents et la langue de ses grands-parents, mais il ne parlera pas la langue de ses grands-parents. Après, on a le bilinguisme actif, donc où vous avez la capacité à comprendre ce qu'on vous dit dans deux langues et la capacité à vous exprimer dans ces deux langues, qui est un peu plus rare, puisque forcément, elle implique une plus grande pratique, une plus grande charge cognitive. Et vous aurez remarqué qu'on peut parler d'attrition, hein. On peut perdre sa deuxième langue. Et quand je dis deuxième langue, ça ne veut pas dire la langue qu'on a appris en deuxième position, hein. Vous pouvez très bien perdre la langue que vous avez appris la première. On y reviendra.
J'insiste toujours sur le point suivant, hein. Il n'existe pas de compétence parfaite dans une langue, donc il est illusoire de vouloir réclamer une compétence parfaite dans deux langues. Je vous ai mis quelques exemples en anglais ou en français, hein. Tout le monde fait des fautes qui peuvent être plus ou moins répandues. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit au jour d'aujourd'hui c'est la faute à machin ou après qu'il soit parti que il va lui être impossible de communiquer de manière efficace. Et alors, je pose une question ouverte. Est-ce que le rôle de l'école est d'apprendre la correction grammaticale la plus poussée possible, ou bien est-ce que le rôle de l'école est de parvenir à bien communiquer? C'est une question vraiment ouverte, je ne prétends pas avoir de réponse. On pourra en discuter par la suite si vous le désirez, mais je pose la question. Maintenant, je voudrais vous parler un peu de l'histoire du bilinguisme et de toutes les controverses, enfin de certaines controverses en tout cas, qui l'entourent. Euh, Comme je vous le mets là, la vision du bilinguisme qu'on a en Occident en tout cas, elle est intrinsèquement liée au prisme, ce qu'on appelle le prisme du monolinguisme. Dans une culture judéo-chrétienne, forcément, elle renvoie à l'histoire de la tour de Babel, hein. Il y avait à l'origine de l'humanité ce qu'on appelle la langue adamique, les hommes ne parlaient qu'une seule langue, et catastrophe, la colère de Dieu fait que tout d'un coup, il y a plein de langues. Donc forcément, le bilinguisme part mal dans les sociétés judéo-chrétiennes. Peu à peu ensuite, on s'est débarrassé en Occident des dialectes régionaux. En France, c'est à la Révolution vraiment qu'on a essayé d'écraser les dialectes. C'est un mot de l'abbé Grégoire, hein. Il fallait écraser la diversité des dialectes en France pour favoriser la construction de l'État-nation. En Espagne, Franco, au XXe siècle, a essayé pareillement de supprimer les langues régionales parce que c'était une menace potentielle pour l'unité de l'Espagne. C'est ce qu'on retrouve un peu partout. Vous savez sûrement qu'au XXe siècle, en France, on interdisait aux enfants à l'école de parler leur langue régionale. Deuxième chose qui est la suivante et qui est très importante à mon avis, c'est que dans les pays à forte immigration, que sont par exemple les États-Unis ou la France parmi d'autres, la situation de bilinguisme aujourd'hui, elle est souvent celle de familles immigrées. Et par certaines populations, elle va être vécue, perçue comme un refus volontaire, réfléchi, têtu de s'intégrer. Euh, alors, vous avez ce que je vous ai mis aux États-Unis avec le mouvement English First, la proposition 227 qui a visé à supprimer l'éducation bilingue en Californie. Il y a quelque temps, il y a une ministre en France qui a dit que arriver en France, c'était respecter la langue française. David Cameron, il y a quelques mois, disait qu'il voulait faire renvoyer chez elles les personnes qui ne pouvaient pas prouver qu'elles parlaient assez bien anglais, etc. Ça revient très fréquemment. Et ça a été nourri dès les années 60 par le concept de semi-linguisme développé par un linguiste qui s'appelait Hansegard, qui disait il ne peut pas y avoir de bilinguisme. Le bilinguisme, c'est trop. On ne peut pas demander au cerveau humain de parler bien deux langues. On ne parviendra qu'à parler que des bribes. Évidemment, c'est quelque chose qui est très ancré dans une méfiance de l'immigré, dans des visions qui disent que si les populations émigrent, c'est parce qu'elles n'étaient pas assez intelligentes pour réussir dans leur pays et qu'elles viennent voler le pain, etc., etc., etc. Donc, ce bilinguisme, c'est l'idée qu'on n'a pas les capacités mentales pour parler deux langues correctement. Et pendant longtemps, on a dit, comme vous voyez en bas de la slide, hein, que le bilinguisme allait causer confusion linguistique, retard cognitif, problèmes psychologiques, notamment chez les enfants. Heureusement, la science prouve que c'est exactement l'inverse. Et on va en parler incessamment. Alors, je vous passe rapidement sur les quelques illustrations que je vous ai mises. On en trouve des dizaines sur Google. Vous les avez dans le PDF. Simplement, si vous regardez ce que Schlesinger Jr. dit à la toute fin, je trouve que c'est très intéressant. Institutionalized bilingualism remains another source of the fragmentation of America, another threat to the dream of one people.
Et ça, c'est vraiment une clé de compréhension du rejet du bilinguisme, l'idée que quand on parle deux langues, on ne peut pas faire partie de la communauté large d'un pays. Je continue. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la langue est indissociable du groupe qui la parle. Et par extension, elle devient un symbole d'appartenance au groupe ou non. Très simplement, si quelqu'un ne parle pas la même langue que moi, je ne peux pas le comprendre. Donc, j'en déduis que je ne fais pas partie de son groupe. Ou alors que lui ne fait pas partie de mon groupe. Ça marche dans les deux sens. Et je vous ai mis un exemple que je trouve très parlant, c'est que de plus en plus depuis September 11 et encore plus malheureusement depuis ce qui s'est passé en France également, euh, la réaction à l'arabe, à la langue arabe est très virulente. Et on a eu plusieurs cas aux États-Unis où on entend quelqu'un parler arabe au téléphone avant qu'un avion décolle et quelqu'un va aller voir le steward et dire je pense qu'on a un terroriste dans l'avion, il faut que vous le débarquiez. Et ça, c'est vraiment la langue qui fait ça. Bon, évidemment, il y a aussi des, des relents de racisme, etc. derrière, hein, mais l'identification se fait aussi par la langue. Et vous voyez ce que je vous mets tout en bas, hein, c'était un code aussi, hein, la langue est un code. En Angleterre, on disait en français pas devant les domestiques, puisque l'aristocratie a accès au bilinguisme et pas le domestique. Et on dit la même chose dans la bourgeoisie hongroise, hein, nicht vor dem Kind, hein, pas devant l'enfant. Donc là, le hongrois est délaissé au profit de l'allemand pour exclure quelqu'un. Donc c'est la peur de l'exclusion. Malgré cela, et personnellement, j'aimerais qu'on retienne surtout ceci. Il ne faut jamais oublier, je pense qu'on ne le répétera jamais assez, que la majeure partie des humains sont bilingues. Les monolingues sont une minorité. Ce sont eux qu'on entend le plus souvent, mais ils restent une minorité. Et ça ne va pas changer puisque on sait que la proportion de bilingues dans le monde est en constante augmentation, notamment grâce à Internet, grâce à la facilité de se déplacer, de visiter d'autres pays, etc., et l'accès à l'éducation, qui à une époque visait à détruire le bilinguisme, maintenant c'est tout l'inverse, heureusement. Et donc j'insiste, en termes à la fois historiques et en termes de statistiques, c'est le bilinguisme qui est la norme. On ne se le répétera jamais assez. Et alors dernière chose, avant de passer à la suite, on va parfois parler de ce qu'on appelle le bilinguisme de prestige et le bilinguisme par défaut, qui sont vraiment deux choses bien séparées et qui vont avoir leurs problématiques propres. Comme vous le voyez, on a un bilinguisme de prestige chez les classes sociales aisées. C'est exactement la même chose que inscrire son enfant au conservatoire, lui faire prendre des cours d'équitation, excusez-moi. C'est un habitus bourdieusien très développé dans certaines catégories de la population, l'idée que parler deux langues, c'est mettre toutes les chances de son côté. Par opposition, vous avez le bilinguisme par défaut, qui est souvent perçu de façon négative, ce qui est très hypocrite. De vous à moi. Les élites ont le droit de vouloir parler de langues, mais qu'une population parle par exemple français et arabe, ce n'est plus vu de façon positive, c'est un relent, si vous voulez, de quelque chose qu'on aurait dû laisser derrière soi. Euh, Et vous voyez ce que je vous ai mis dans le quatrième point. Il est fréquent que quand on pose des questions à des enfants issus de l'immigration en France, par exemple d'origine du Maghreb, on leur demande s'ils sont bilingues, et ils disent bah non, je suis mauvais en anglais à l'école. Ils ne pensent même pas à se dire qu'ils ont l'arabe, ils parlent l'arabe. Non seulement ils le comprennent, mais ils le parlent. On a tellement intériorisé ça que c'était non prestigieux qu'on en vient à oublier ceci. Or, les populations immigrées, les populations hispanophones, par exemple aux États-Unis, elles ont ce bagage qui est quand même très important. Euh, et vous noterez que c'est encore une fois une pure construction sociale, un pur regard social sur l'autre, puisque dire que l'arabe est une langue non prestigieuse, c'est quand même un peu piquer des vers, hein, puisque c'est une langue millénaire qui nous a notamment permis à nous, Européens, de redécouvrir les travaux de l'Antiquité, etc.
je vais passer maintenant à rapidement parler un peu de l'acquisition du langage. Je ne sais pas si jusqu'à présent vous avez des questions, vous voulez m'interrompre, des récriminations peut-être, ou quoi que ce soit, est-ce que tout est clair? Non, tu peux, on gardera. Ok. Alors, comment se passe l'apprentissage des langues? Euh, un enfant sait distinguer deux langues différentes dès la naissance, hein. Dès la naissance, un enfant sait distinguer la langue de sa mère par opposition aux langues d'autres personnes, et il sait faire la différence entre, on va dire, l'anglais et le français, dès la naissance. Donc vous voyez que même à la naissance, il n'y a pas de confusion, les deux langues sont séparées. Ensuite, en général, les premiers mots sont prononcés vers l'âge d'un an, 12 mois, hein, dans l'une et l'autre langue. Ça peut être plus tardif, bien sûr, ce qui n'est pas motif d'inquiétude, mais en général, c'est vers 12 mois. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que l'acquisition des deux vocabulaires va se faire à un rythme inégal la plupart du temps, en fonction de l'exposition aux deux langues, hein. C'est toute la question de l'éducation bilingue qui se pose. Est-ce qu'on va faire regarder autant de dessins animés en français qu'en anglais? Est-ce qu'un parent va parler strictement anglais tandis que l'autre parlera strictement français, etc. Ce sont des questions très difficiles à résoudre. Après ces 12 mois, on dit qu'il y a trois types de bilinguisme. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le bilinguisme simultané, c'est quand vous êtes exposé aux deux langues dès la naissance. Puis on dit qu'il y a un palier, si vous commencez uniquement à partir de 3 ans, c'est ce qu'on appelle le bilinguisme séquentiel. Et plus tard, à partir de la puberté, on dit qu'on n'aura plus le même type de bilinguisme. À la puberté, les réseaux neuronaux sont bien fixés, ce qui fait qu'on n'a plus la même plasticité neuronale et qu'une langue apprise après ne fera pas appel aux mêmes zones du cerveau qu'une langue apprise avant. Alors, pas d'inquiétude, on peut très bien être un bilingue très équilibré, même en ayant commencé à apprendre sa deuxième langue après l'âge de 12 ans, mais sur le plan neuronal, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Ensuite, alors je vais passer un peu rapidement là-dessus parce que je n'ai pas grand-chose à en dire et que vous pourrez regarder après si ça vous intéresse. Mais Colin Baker, qui est un des grands spécialistes de la chose, fait une distinction entre quatre types d'apprentissage chez les bilingues précoces. Vous avez le système qu'on appelle OPOL ou UPUL en français, One Person, One Language, qui est pour beaucoup la façon idéale de faire. C'est-à-dire que vous avez un parent qui va parler strictement une langue, un autre qui va parler strictement l'autre, et ça va être un guide pour l'enfant. Il va apprendre à parler une langue avec un parent et l'autre avec l'autre parent. Cet idéal, c'est très difficile à maintenir, ne serait-ce que parce que forcément, il faut que les parents, eux, ils choisissent une langue ou l'autre à utiliser avec l'un et l'autre. Donc, ça pose des problèmes. Le deuxième point, la deuxième possibilité, c'est que vous avez une seule langue à la maison et une langue au dehors. Et donc, vous n'allez plus apprendre à gérer votre registre en fonction des personnes, mais des situations. Troisième possibilité, et ça rejoint ce que je disais en 1, c'est que les parents vont alterner devant l'enfant. Ce qui est relativement automatique, puisqu'en général, quand on est dans un couple bilingue, la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Les deux parents vont se parler les deux langues. L'inconvénient potentiel que je vous ai mis, c'est que l'enfant grandit en voyant ses parents mélanger, alterner, et ne va pas forcément savoir qu'on ne peut pas faire ça tout le temps. Et enfin, il y a un quatrième type qui va mener à ce qu'on appelle donc ce que j'ai appelé le bilinguisme séquentiel. C'est s'assurer que les 3 premières années, l'enfant va parler une langue et va acquérir les bases solides, et ensuite on introduit la seconde langue. N'étant pas spécialiste de l'acquisition, je n'ai pas d'opinion fondée sur la science pour vous dire si une chose est mieux que l'autre. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il n'y a pas de moyen infaillible de faire un bilingue. On n'a pas encore trouvé la recette magique malheureusement. Alors, je vous ai déjà dit tout ça, mais je voudrais insister sur le quatrième point que je n'ai pas encore vraiment présenté, c'est que la création d'une personne bilingue, entre guillemets, c'est quelque chose de difficile, de plus difficile que l'éducation d'une personne monolingue. Et il faut vraiment, et on n'insistera jamais assez là-dessus, je pense, maintenir la L2,
encourager l'enfant qui la parle, montrer qu'on l'apprécie à sa juste valeur. C'est vraiment quelque chose, le regard sur l'enfant, le regard sur la langue de l'enfant, la perception qu'a l'enfant du regard de l'autre est vraiment très, très importante pour l'épanouissement de ces deux langues. Ensuite, sur le pur plan de l'acquisition et de la façon dont ça se fait sur le plan du vocabulaire et des structures linguistiques, je pense qu'il est important d'insister sur ça pour... excusez-moi, j'ai le mot qui me vient en anglais et pas en français, pour se débarrasser de quelques clichés. Alors certes, euh, on a en général la maîtrise d'une langue chez les enfants bilingues qui va être plus tardive que chez les monolingues. Mais parallèlement à ça, les nouveaux mots sont appris beaucoup plus rapidement par les bilingues, puisque c'est ce que met De Hauer. On est habitué, quand on est un petit enfant bilingue, à devoir comprendre deux mots pour le même concept. Alors que chez les bilingues, on a juste un mot à connaître pour un concept. Donc ça va mener à un apprentissage des nouveaux mots plus rapide. Euh, Inconvénient, c'est que du coup, comme vous voyez en point numéro 3, vous devez intérioriser deux fois plus d'informations linguistiques. Donc forcément, ça va moins lentement. Mais si vous regardez le quatrième point, euh, on, pardon, excusez-moi, on sait que si on compte tous les mots du vocabulaire d'un bilingue, indépendamment des langues, le vocabulaire d'un bilingue est statistiquement, dans la moyenne, plus étendu que celui d'une personne monolingue. Alors, je vous l'ai dit, mais j'insiste, la culture et le contexte sont vraiment clés. On ne peut pas séparer la langue de la culture dans laquelle elle est apprise. C'est pour ça que je vous parlais de dessin animé tout à l'heure. Euh, c'est extrêmement important. On peut être bilingue sans être biculturel, mais dans un contexte d'apprentissage chez l'enfant, c'est vraiment la culture qui va être le socle sur lequel va se faire l'apprentissage de la langue. Donc, je conseille vraiment de faire jouer ensemble biculturalisme et bilinguisme. Deuxième chose, et ça c'est extrêmement fréquent, pas que chez les enfants, à tout âge, on va souvent avoir un rôle émotionnel assigné à chaque langue. Et vous avez cette citation de Pavlenko que je trouve très intéressante. Beaucoup de parents vont utiliser une langue pour dire je t'aime, donc pour une émotion positive, et une autre langue pour des choses comme va ranger ta chambre. Euh, et ça va se retrouver après, même chez les adultes. Et donc, le milieu et le groupe, le milieu, la culture, le groupe vont avoir des influences extrêmement importantes. Ça peut avoir des effets bénéfiques si vous avez un milieu qui vous soutient. Ça peut aussi avoir des effets néfastes. Si vous vous sentez rejeté, exclu, par exemple, si vous êtes dans un milieu où il y a très peu de bilingues et le bilinguisme est l'exception, là, c'est un milieu qui peut avoir des effets négatifs. Et justement, on va parler maintenant des enjeux cognitifs. Euh, on apprend à apprendre le monde à travers nos langues, notre langue ou nos langues si on en a deux. Donc, le bilinguisme va être intrinsèquement lié aux questions d'identité. Or, comme on le sait, le développement de l'identité chez l'enfant est quelque chose de très sensible et ça va pouvoir être la source d'interrogation sur soi-même ou de rejet, soit de rejet de soi-même, soit de rejet d'une de ses langues. Comme je vous l'ai dit, en Occident, le bilinguisme est plus souvent l'exception que la norme depuis le XXe siècle. Et on sait tous qu'un enfant n'aime pas se sentir différent. Il a besoin de sentir qu'il est accepté. D'où l'importance est vraiment très importante des pairs et également du regard de l'autorité, que ce soit les parents ou l'école, l'enseignant. Euh, la langue est vraiment quelque chose de primaire, de primitif pour toute personne. C'est à travers la langue qu'on s'appréhende soi-même et qu'on appréhende les autres, donc c'est un symbole identitaire. Donc il faut absolument soutenir ce symbole identitaire. Et je vous ai donné un cas, un exemple. Quand un enfant bilingue entre en conflit avec un parent, il peut rejeter la langue de ce parent.
Et il arrive que brusquement un enfant cesse de parler une langue, et ça, c'est potentiellement indice qu'il y a eu un conflit quelque part. Je continue sur cette idée de la perception et du regard de l'autre. Ce que je vous disais, hein, comme le monolinguisme est érigé en norme, eh bien, être bilingue, c'est tout de suite vécu comme une différence. Et on peut avoir un rôle important du peer pressure, de l'idée qu'on est différent, on n'aime pas être différent, donc on va essayer de se conformer aux stéréotypes, aux standards de la communauté, par exemple en rejetant sa langue. Et ça, c'est une anecdote qui revient très fréquemment dans la recherche sur l'alternance codique d'un chercheur néerlandais qui un jour vient chercher ses enfants à l'école et ils finissent par lui dire arrête de nous parler néerlandais, the other kids think that's dumb. Ce qui, quand on a un regard d'adulte, peut paraître vraiment dommage. Laisser tomber une deuxième langue juste à cause du peer pressure, c'est vraiment stupide, mais si on se met au niveau d'un enfant, c'est une source de souffrance. Donc il faut y faire très attention. Et à ce titre, il faut faire très attention à la posture qu'on adopte quand on parle du bilinguisme. On parle beaucoup, depuis 1 ou 2 ans, voire un peu plus en fait, le slogan Check your privilege. Comment est-ce qu'on peut parler d'une minorité quand on fait partie de la majorité, etc. Ça s'applique ici aussi. Hein. Quand on parle du bilinguisme, il faut faire attention à la posture qu'on adopte. Et ça, typiquement, la posture, elle a été celle des bilingues, des monolingues, pardon, excuse-moi. La posture des monolingues. Et c'est ce qu'on a appelé dans la recherche la vision fractionnelle du bilingue. L'idée qu'on regarde le bilingue à travers le prisme du monolinguisme. Et donc, un bilingue, en quelque sorte, ce serait 2 monolingues dans un cerveau, ou alors un monolingue et une autre langue. Ce qui n'est pas du tout le cas. Un bilingue, c'est un bilingue. Euh, Et je voudrais faire 2 parallèles avant de passer à la suite. François Grosjean, qui est un des grands spécialistes du bilinguisme, il a cette métaphore qui est très intéressante. Un monolingue, c'est un sprinter. Il peut aller très vite, mais il ne fait qu'une chose. Un bilingue, c'est un coureur de haies. Il court aussi, peut-être un peu moins vite, mais en même temps, lui, il saute des haies. Donc il fait 2 choses. Ce n'est pas du tout le même sport. Et alors, pour finir là-dessus, j'étais très négatif jusque-là, donc je voudrais finir un peu sur du positif. On sait maintenant que les enfants peu bilingues ont des capacités cognitives qui sont meilleures. Le bilinguisme permet de renforcer les connexions neuronales et ils ont un savoir linguistique et métalinguistique plus étendu que les monolingues. Ils ont aussi une plus grande facilité à réfléchir de façon abstraite. Alors le troisième point fait débat, je vais y revenir d'ici 30 secondes, mais on trouve dans la littérature des gens qui vous disent que les bilingues ont une plus grande confiance en eux, notamment parce que, du coup, grâce à leur langue, ils savent naviguer entre les situations sociales. Ça, c'est à prendre avec un grain de ciel, je vais y revenir dans la slide suivante. Et ce qui est assez évident, c'est que forcément, quand on est bilingue, dans le monde d'aujourd'hui, on va avoir de meilleures opportunités professionnelles. Quand on parle à des Français, il y en a énormément qui se lamentent de ne pas parler un meilleur anglais parce que ça leur a fermé beaucoup de portes professionnelles. Alors, ce que je vous disais, j'ai lu ce matin même une recherche assez nouvelle qui est en cours de publication et ses conclusions tendraient à montrer qu'il y a aussi des effets cognitifs négatifs. C'est un pavé dans la mare, hein, puisque maintenant on dit tous qu'il n'y a que du positif. Le négatif serait ceci. Les fonctions métacognitives des bilingues seraient moins développées que celles des monolingues. C'est-à-dire que euh, les bilingues ont plus de mal à déterminer si leurs idées sont correctes ou non, de façon très intéressante. Euh, Qu'ont fait les chercheurs? Ils ont demandé à des bilingues et des monolingues de dire une expérience très simple. On vous donne 2 ronds, 2 cercles dans lesquels il y a un certain nombre de points, et il faut déterminer assez rapidement dans quel cercle il y a plus de points que dans l'autre. Donc vous avez cette première tâche à faire, et ensuite vous devez dire si vous êtes, à quel point vous êtes sûr de votre réponse. Les monolingues sont systématiquement, d'après cette étude, beaucoup plus sûrs d'eux que les bilingues. Ce qui nous ramène en fait directement à la question de la confiance en soi.
a priori, cette raison pour laquelle on est moins sûr de soi quand on est un bilingue, c'est que très fréquemment, on a vécu dans un milieu qui n'était pas assez supportive, excusez-moi, où on ne vous soutenait pas assez, parce qu'on vivait très fréquemment dans un milieu monolingue. Donc, on n'était pas sûr de si on pouvait alterner les langues, si on était comme les autres, etc. Je vais passer maintenant à la question de l'alternance codique. Euh, vous donnez des définitions, des exemples et les motivations derrière ce phénomène. Pour commencer, pardon. Voilà une définition qui est la mienne, qui est une définition assez générale, et je pense que certains chercheurs voudraient quelque chose de plus spécifique ou de moins spécifique, mais en tout cas, euh, elle fonctionne assez bien. Donc c'est l'usage fluide, j'insiste sur le fluide, mais dans le cas des enfants, ce ne sera pas forcément aussi fluide, de deux langues ou plus, dans le cas des trilingues par exemple, dans la même conversation, par un ou par plusieurs locuteurs bilingues. Pourquoi est-ce que je précise un ou plusieurs? Parce que vous pouvez très bien ne parler qu'anglais dans une conversation à une personne qui va ne parler que français. Vous alternez quand même les langues, puisque vous parlez anglais, mais vous comprenez français. Quelques exemples pour commencer, hein. Ça peut être au niveau du mot ou des expressions idiomatiques. Vous voyez, bear hug, par exemple, n'a pas de traduction en français, donc si on veut parler en français, on est obligé de passer par l'anglais. Je ne sais pas si vous aviez vu passer ça, mais pendant la campagne de réélection de Barack Obama, à un moment, il était allé dans une pizzeria en Floride et le patron lui avait fait justement un bear hug pour l'accueillir. Et les journaux français étaient très embêtés pour en parler. Et dans Le Monde, il y avait eu ce magnifique gros titre qui disait « Un gros câlin pour Obama ». Ce qui fait un peu infantilisant, hein. Un gros câlin, c'est pas vraiment un bear hug. Deuxième possibilité, vous allez pouvoir changer de langue, pardon, entre deux propositions, entre deux phrases, même entre deux répliques. Ça peut être de façon beaucoup plus large qu'un énorme bear hug. Voir, ça c'est un peu plus rare, mais ça existe, et ça existe très souvent plus chez les jeunes enfants que chez les adultes. C'est quand vous changez à l'intérieur même d'un mot. Donc vous prenez un mot et vous lui mettez des terminaisons d'une autre langue. Là, je vais vous donner un exemple qui vient de ma propre recherche. Il a été, le verbe hit, anglais, avec une terminaison de passé composé du français. Ça existe, c'est relativement fréquent. Et enfin, donc c'est ce que je vous disais au tout début, hein, on peut se cantonner à une langue par interlocuteur, hein. Vous voyez ce petit dialogue, hein, quelqu'un qui dit ça va, l'autre personne va lui répondre not bad, you, ça va. Donc on a l'anglais chez quelqu'un, le français chez l'autre, c'est quand même de l'alternance codique. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez un bilingue, vos deux langues sont quasiment toujours activées. Même si vous ne vous servez que d'une seule langue dans une conversation, l'autre langue va toujours être activée plus ou moins derrière. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous permet de faire ça? C'est un contrôle métalinguistique. Et c'est ça qui va vous permettre de choisir l'une ou l'autre langue et donc de les séparer. Il n'y a pas confusion. Même quand on les utilise de façon très rapide ensemble, elles demeurent séparées. Alors, chez les bilingues adultes, on n'aura jamais confusion. Vous pouvez très bien séparer vos deux langues. Chez les bilingues adultes, pardon, je vais un peu trop vite, excusez-moi. Chez les bilingues enfants, là on peut se poser la question. Et ça va poser des problématiques de qu'est-ce qu'on fait, comment on répond à ceci. Mais donc, je reviens chez les adultes, pardon. La confusion peut arriver, hein. On peut alterner les langues de façon involontaire. Ce n'est absolument pas grave. C'est du même ordre que quand on fait un lapsus. Quelqu'un m'a dit récemment, je vais aller voir mon chiropracteur, il voulait dire je vais aller voir mon comptable. Euh, Ça arrive. Vous êtes rattrapé par votre langue, ça ne veut pas dire que vous parlez mal votre langue, c'est la même chose chez les bilingues. Donc, pour revenir aux enfants, la séparation se fait très vite. Elle va se faire en trois temps. D'abord, l'enfant va chercher à comprendre quel mot appartient à quel système. On peut passer par le jeu pour aider, favoriser ceci. Le deuxième temps, c'est apprendre quelle langue utiliser pour quelle personne.
Ça va se faire très vite quand on est dans un système, un parent parle une langue et l'autre parent parle l'autre. Enfin, et ça vient un peu moins rapidement, c'est l'apprentissage social de la circonstance dans laquelle on peut alterner. Et ça, la scolarisation va être très importante là-dedans. Alors, je passe là-dessus, hein, vous le verrez sur le PDF, c'est pas très important. Il peut rester une certaine confusion, certains mots dont on ne sait pas trop dans quelle langue ils sont corrects ou non. Ce n'est pas très grave. Maintenant, je vous rappelle, encore une fois, je suis désolé, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est important. En Occident, l'alternance est connotée très souvent négativement. Et le problème, c'est que souvent, ces connotations négatives vont être intériorisées par les bilingues. Quand vous interrogez des bilingues sur l'alternance, ils vont souvent avoir une espèce de rejet. Vous dire, oui, je le fais, mais je sais que c'est mal. Et là, on a envie de leur dire, qui vous a dit que c'était mal? Enfin, il n'y a pas d'académie de l'alternance ou d'académie du bilinguisme. Mais souvent, on a cette idée que c'est une preuve qu'on parle mal, hein, qu'on ne maîtrise pas assez ces deux langues. Et il y a quelque chose qui revient aussi très fréquemment, c'est qu'on alternerait par paresse. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est cité par François Grosjean dans un de ses ouvrages, un bilingue qui lui dit I see code switching as an easy way out, when I'm feeling lazy or when I can't find a word. Vous avez ce stigma négatif. Qui est complètement artificiel parce qu'en fait ce n'est pas du tout une solution de facilité, c'est une solution d'efficacité. Pourquoi aller chercher à faire compliqué dans une langue alors qu'on a le mot dont on a besoin dans une autre et que l'autre personne va comprendre nos deux langues? C'est une question d'efficacité. Et alors, je ne peux pas vous montrer cette vidéo, vous pourrez la regarder parce qu'elle est un peu longue, mais si ça vous intéresse, vous pourrez la regarder après. Par contre, je voudrais vous montrer celle de Van Damme parce que euh, elle est très intéressante en termes des phénomènes d'alternance codique qu'on a dedans. Donc, je vous la lance. Van Damme is back, physically and mentally. Il n'y a rien qui peut me stopper, except myself and God. Which, si tu es très près de Dieu, tu vois, tu peux avoir une certaine communication. Je parle pas d'un téléphone, hein, je parle d'une certaine spiritualité. Et si tu veux faire quelque chose, et vraiment tu veux le faire, c'est possible parce que j'ai déjà fait. Quand je suis arrivé aux USA, je n'étais pas connu, j'avais rien, et j'ai su réussir sans rien grâce à la confiance, au belief, in faith. So, j'ai eu un full cycle. Et maintenant, je recommence le cycle. Je suis très content et très lucky to have that cycle again. Votre spiritualité, vous la définiriez comment? Elle est très simple. Elle est faite de oui, non. Elle est faite de... Oh, look at that girl, it's so beautiful. Bon, alors, on peut penser ce qu'on veut de Jean-Claude Van Damme, hein, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il passe par toute la palette de l'alternance dans ce court extrait, et c'est typique de la façon de parler, d'alterner, soyons exacts, de la façon d'alterner des bilingues, indépendamment du contenu, hein, mais il alterne à tous les niveaux. Alors ça, je vous laisserai le temps de le lire à tête reposée, hein. J'ai mis beaucoup de choses en gras, mais je voudrais passer à la suite. L'important, à mon sens, c'est que tous les bilingues alternent. Je vous mets au défi de chercher un bilingue qui n'ait jamais alterné. Deuxième chose, c'est que c'est un phénomène qui est universel, hein. Tous les bilingues, partout, quelles que soient les langues, quelles que soient les communautés. Et c'est aussi un phénomène très ancien. On regardera un exemple très rapidement. On va regarder un exemple maintenant, en fait. Je vais vous le dire très rapidement parce que je l'ai détaillé, donc vous l'aurez dans le PDF et je voudrais qu'on avance un peu, puisque ça c'est vraiment de l'ordre de l'anecdotique, mais César et sa mort, c'est un des premiers exemples historiques d'alternance codique dans la légende, puisqu'on dit que il s'est d'abord exprimé Istak William Wisest quand on l'a attaqué, ensuite il est passé tout de suite au grec pour maudire Brutus. Pourquoi? Parce que l'alternance codique dans les formules magiques
était quelque chose qui était censé en décupler le pouvoir. C'est peut-être pour ça aussi que les bilingues sont mal vus, hein, parce qu'on les voit comme des sorciers. Je vous passe ceci, vous pourrez le lire si ça vous intéresse. C'est la première mention du verbe fuck dans un poème bilingue. Pareil, Shakespeare, je vous le passe aussi. Tout ça, c'est de l'ordre d'une anecdote. Vous voyez, même De Funès, hein. De Funès ou Bourvil, je ne sais plus qui le dit, hein, mais dans La Grande Vadrouille, hein, mais comment ça merde alors? But alors you are French. Exemple d'alternance codique avec ce magnifique adverbe perdu dans une phrase en anglais. Voilà, maintenant on arrive à ce qui va nous intéresser, à mon avis, de façon pratique. Ce sont les raisons de l'alternance. Alors, je voudrais, encore une fois, j'insiste, excusez-moi, je suis un peu insistant là-dessus, mais il faut bien qu'on se débarrasse de la vision fractionnelle du bilinguisme. Les deux langues d'un bilingue, c'est son répertoire normal. Et je vous ai donné cet exemple. On peut dire ami et pote en français, ce sont deux synonymes. C'est la même chose que dire ami et body pour un bilingue. Il n'y a pas de limite entre les deux vocabulaires, il n'y a pas de limite entre les deux lexiques. Ils sont séparés, on sait faire la différence entre les deux. Mais si j'ai besoin d'un synonyme de ami et que je parle avec des bilingues, rien ne m'empêche d'aller chercher body. Je passe là-dessus très rapidement, mais on pourrait... Ah non. Charles? Suspense. Charles? Que t'arrive-t-il? Charles, on t'entend plus? Je crois que ça vient de nous. Que d'image. Ah, il est déconnecté, je crois. Ouais. Hein? Ça. Non, c'est lui. C'est lui, ouais. On attend qu'il se reconnecte. Comment? C'est une blague? Il revient. C'est vrai? On fait des plans horizontales. Chez nous, ça marche le cas. Ils sont bien les interventions, hein. On a fait un bon choix. Hein? Ils seront bons commentateurs. Ne serait-ce pas, ça va venir, par contre, tu te bats contre la technologie et les hertz.
Non, mais il a eu des merdes à Nantes et maintenant il a des merdes chez lui. Ah, je te dis, si c'est le Barnum en France, je vais envoyer un mail. Ce que je lui dis, c'est que tu éteins et tu relances. Nous, Non. on est bon si tu veux. Lui, il faut qu'il se reconnecte là. S'il répond pas, c'est qu'il reçoit même pas les emails. Bertrand, il a déjà. Bertrand, quoi. Je viens de recevoir un email de Erwan Rouge. Bertrand, la demande qu'on a faite hier soir du cloud, elle est déjà revenue. Il l'a faite tout de suite. Bien. C'est quoi? Comme quoi, il faut passer leur temps pour qu'ils les fassent. Ok, on va tout On va éteindre et relancer, tout ouais. rallumer. Je vais retirer le vidéo. On arrive dans le cœur du sujet là. Donc. Voilà. Comment? Voilà. Ah ça y est, il s'est complètement délogué là. Quand même gentil, il est là. On va attendre. Parce que là, le problème, c'est que je vais perdre le record. Brosse les dents. Tu lui as envoyé un email? Ah oui, j'ai envoyé un mail. Il faut qu'il soit en pyjama. Je vais reprendre la main. Regarde la femme, elle dit qu'il aime le coup. Ah ouais? D'ailleurs, peut-être quand même un essentiel à vous. Ah, il a une coupure de courant. Non. Si, il vient de m'envoyer, on a eu droit à tout, coupure de courant. Les plombs viennent de sauter dans mon immeuble. Décidément, j'attends que les huissiers reviennent. C'est Coupure de courant à présent, j'attends que l'électricité revienne. Ah! on accumule, c'est quoi ça? 1-0. Non, Madrid, c'est Atletico Bayern. Atletico 0. Alternance que. C'était 0-0 hier. Hier, 0-0. C'était à Manchester. Te voilà. Ouais, voilà, je suis désolé. Mais non, c'est pas grave, on disait que c'était vraiment effectivement, on aura du droit à tout. Te rebascule la main. Te rebascule la main. T'as toujours de l'écho ou pas? Ou ça va mieux l'écho? Non. Est-ce que t'as toujours de l'écho? Absolument, Ouais, t'as des c'est échos. mieux. C'est mieux? Ok, je te passe la main et je remets le vidéo. Partout, les fils. Ah non, dis. Ok. C'est bon. Pourquoi alterner? Parfait. Est-ce que vous m'avez entendu présenter cette slide? Parce que je ne sais pas quand j'ai été déconnecté. Non, ça s'est arrêté au début de la slide. D'accord, parfait. Je pense que j'ai parlé bien 3 minutes dans le vide, désolé. Alors, donc, je vous donne une classification qui est la mienne, qui est inspirée de tout ce qui se fait sur la question. J'ai laissé 2 choses sur lesquelles je vais revenir, mais excusez-moi, il y a une faute d'orthographe dans mon keynote, je viens de la voir, je suis désolé, principal avec un S, je corrigerai ça.
Première chose, on utilise l'alternance pour insister sur un terme, hein. C'est une répétition dans les deux langues, c'est pour bien montrer que c'est vrai dans les deux langues, ce qu'on dit. On va aussi l'utiliser beaucoup pour clarifier ses propos. Alors ça arrive, vous voyez, dans l'exemple que je vous ai donné, qui est un vrai exemple, qui s'est vraiment produit. Quelqu'un dit « I'm a sleuth », et la personne qui était par ailleurs bilingue très précoce ne savait pas ce que c'était que sleuth. Et donc, l'alternance, le passage par le français a permis d'expliquer. Ça, c'est extrêmement fréquent. Plutôt que de donner une définition, on donne l'équivalent dans l'autre langue. On va aussi l'employer très fréquemment pour rapporter des propos, puisque ça ne sert à rien de traduire dans la mesure où on connaît les deux langues. Alors, ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est que l'alternance, c'est un marqueur identitaire. Le fait d'alterner, ça montre qu'on est une personne spécifique. C'est très fréquent dans les communautés minoritaires, par exemple, dans certaines communautés hispanophones aux États-Unis. Le fait de repasser fréquemment de l'anglais à l'espagnol et de l'espagnol à l'anglais montre qu'on fait partie de cette communauté spécifique. Un point qui fait écho au deuxième point, ça va être un peu ce qu'on appelle parfois de l'alternance par défaut. Quand on ne connaît pas l'équivalent d'un terme qu'on souhaiterait utiliser, ben c'est pas grave, on l'utilise puisque l'autre personne le connaît. Et ça, il y a un pendant, soit on ne connaît pas le mot, soit c'est parce que le mot n'existe pas. Je vous ai donné l'exemple de bear hug tout à l'heure. Bear hug n'existe pas en français. Et une dernière chose qui est très importante et qui, à mon sens, est extrêmement importante, encore plus importante dans l'acquisition, c'est l'humour. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que l'humour bilingue, le fait de faire des jeux de mots bilingues, ça montre qu'on a un recul sur ces deux langues, qu'on ne voit non plus les deux langues comme des choses immédiates qui sont nous, mais qu'on arrive à les voir comme des objets. Donc on arrive à faire un pas en arrière pour regarder ces deux langues, et ça montre cette distance métalinguistique, qu'on a les facultés nécessaires pour apprendre, pour revenir là-dessus. Et alors, il y a encore deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle le fatigue, hein. Donc c'est tout ce qui sert à montrer qu'on communique. Donc tout ce qui est interjection, exclamation, insulte aussi, tout ça, ça n'a pas exactement de sens référentiel, hein. Donc stricto sensu, c'est plus ou moins intraduisible. Je vous ai donné trois exemples de a term of address, un sweetie, une exclamation oh la vache. Personnellement, je sais que même en français, je dis systématiquement Jesus Christ. C'est une question d'automatisme en fait. Elles n'ont pas de sens, donc il n'est pas important qu'on les utilise pour référer à quelque chose, et on les utilise tout le temps. Alors pas forcément les insultes, mais tout ce qui est interjection et exclamation, plus on les utilise, plus elles deviennent automatiques. Alors la dernière chose, je suis désolé, je n'ai pas mis sur une slide, mais j'y ai repensé tout à l'heure, on utilise aussi beaucoup l'alternance pour spécifier à qui on parle. Il y a des personnes avec lesquelles on va parler systématiquement français, par exemple, et d'autres avec lesquelles on va parler systématiquement anglais. Et il est très difficile de se défaire de ça. Ça devient un automatisme et on identifie la personne avec la langue. Si vous êtes très habitué à parler, on va dire français à quelqu'un, il est très difficile de parler anglais avec. Si vous êtes habitué dès le début à alterner, à utiliser l'une comme l'autre, ça ne posera aucun problème. Mais certains automatismes font que. Et alors, deuxième pan qui est très important, notamment en phase d'acquisition, et j'ai une petite question. Est-ce que vous voyez le panneau de contrôle de GoToMeeting sur la droite? Non. Non, je l'ai retiré. Non, ok, d'accord. Ok, donc vous voyez juste mon keynote. Très bien. L'alternance peut être involontaire, et ça va être source de frustration. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça donne l'impression qu'on n'est pas assez intelligent pour maîtriser ces deux langues. On se sent un peu dépossédé quand on alterne sans le vouloir. C'est comme le lapsus, mais comme on a ce contexte de fragilité psychologique par rapport à la norme monolingue, on va se dire que c'est de notre faute.
il faut absolument faire en sorte enfin, s'efforcer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Dédramatiser. Et alors, je vous donne quelques exemples de causes de l'alternance involontaire, et notamment la fatigue et le stress. La fatigue et le stress jouent sur nos capacités cognitives, et notamment sur notre capacité à contrôler notre langue. C'est vrai pour tout le monde, c'est d'autant plus vrai chez les bilingues, parce que le bilingue doit exercer un contrôle plus important, c'est prouvé cognitivement, le bilingue exerce un contrôle plus important sur tout ce qui est métalinguistique. Il doit faire quasiment tout le temps attention à quelle langue utiliser. Donc quand on est fatigué ou quand on est stressé, forcément, on a moins de ressources cognitives à allouer aux mécanismes de contrôle, et on va se retrouver fréquemment à avoir des erreurs, à faire des erreurs, pardon. Et c'est d'autant plus vrai chez les enfants, dans un milieu anxiogène qui est l'école. Je vous passe l'exemple, je vous passe ma biographie, mais vous pourrez revenir dessus si ça vous intéresse un peu plus tard. Mais quand on fait de l'alternance involontaire, c'est souvent appelé interférence. Alors je n'aime pas le terme d'interférence, je vais y revenir tout à l'heure. Je préfère parler d'influence interlangue. Les deux langues s'influencent l'une l'autre. Et ce que je vous ai mis en points 3 et 4, si moi, qui suis adulte, qui travaille là-dessus en permanence, je m'y laisse prendre, un enfant qui n'a pas le recul que peut avoir un linguiste va forcément s'y laisser prendre aussi. Et donc, je conseillerais à quiconque est en position d'éducateur en contact avec des enfants bilingues d'essayer de réagir de façon positive à cela, en dédramatisant. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a aussi l'automaticité du langage, qui est très importante. Et l'automaticité va faire que si vous avez un mot dans une langue qui est plus approprié pour décrire une situation, c'est lui qui va vous arriver en premier. Alors, soit vous le gardez dans un coin de votre tête et vous dites « oui, c'est vrai, il y a ce mot en anglais, mais je suis en train de parler français, donc je vais chercher un autre mot, un équivalent ». Soit ça vient tellement fort que tout d'un coup, vous allez passer à l'anglais sans y faire attention. Pareil, ça peut être source de frustration parce qu'on se sent dépossédé. Vous savez, c'est l'idée que ça parle en moi, que la langue prime sur l'ego. Alors, je vous ai mis une très longue citation de Claire Blanche-Benveniste que je trouve très intéressante. Vous aurez tout le loisir de la lire à tête reposée, là elle est un peu longue et j'aimerais avancer si ça ne vous dérange pas. Mais simplement si vous regardez juste la fin, quand on est dans un contexte monolingue, on ne trouve pas un mot, c'est pas grave, on peut passer par une périphrase. Quand on est dans un contexte bilingue, si on ne trouve pas un mot, qu'est-ce qu'on fait? On passe par l'autre langue. C'est exactement la même chose. C'est juste un outil différent qui répond aux mêmes causes et aux mêmes buts. On arrive enfin à la troisième partie, qui va être un petit peu plus pratique. J'aimerais évoquer des politiques qu'on peut adopter dans le cadre de la classe avec des enfants qui manient deux langues, les situations qui peuvent se présenter, enfin les enjeux et les problèmes potentiels, et après on pourra en discuter ensemble. Alors tout d'abord, il y a deux questions qui se posent quand on est face à une classe bilingue, à mon sens. Il peut y en avoir plus, mais j'ai choisi de retenir ces deux questions. Tout d'abord, a priori, on va vouloir favoriser l'acquisition des deux langues. On n'est pas là pour faire l'inverse, pour décourager l'acquisition du bilinguisme, on est là pour essayer de le favoriser. Et la deuxième chose, c'est il va falloir forcément, à mon avis, adopter une posture, alors qui peut être ce que j'ai appelé politique, mais ça n'a pas besoin d'aller jusqu'à la politique, ça peut être une posture personnelle face à ça. Dans le cadre d'un programme scolaire bilingue, Kanté dit ces choses qui sont très intéressantes à mon sens. Un élève va apprendre une nouvelle langue, il va apprendre à la maîtriser, qu'il parle les deux langues ou non dans le foyer, l'école et la situation d'apprentissage numéro 1 ou numéro 2. Pardon, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une question? Non, non, tout va bien. Pardon, il y a eu un énorme bruit tout d'un coup, tout se passe bien. Et la deuxième chose, c'est donc qu'on utilise cette nouvelle langue pour apprendre de nouveaux contenus.
Donc ce qui est intéressant, c'est que la langue va à la fois être objet d'étude et vecteur d'étude. Donc elles vont, ces deux dimensions, à se nourrir l'une l'autre. Et ça, c'est quelque chose, c'est un cercle vertueux. Alors, dans l'idéal, c'est un cercle vertueux. Le fait d'apprendre une nouvelle langue va permettre d'apprendre de nouveaux contenus, et les nouveaux contenus vont aider à l'apprentissage d'une langue. Cercle vertueux. On peut se retrouver dans le cas où on a un élève qui est complètement dépassé, soit par les nouveaux contenus, soit par la nouvelle langue, et là, ça risque de dégénérer en cercle vicieux. Donc ça peut être un cas qui peut arriver. On n'espère pas, mais ça peut. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais il y a ces deux socles de connaissances que je trouve très intéressants, qui sont les BECS et les CALP, euh, qui ont spécifiquement été créés pour l'éducation bilingue. On a Basic Interpersonal Communication Skills, hein, les BICS, qui disent que quand on commence un programme dans une langue, il va falloir à peu près 2 ans pour atteindre une communication de base dans la L2. Et CALP, là, c'est spécifiquement créé pour les besoins de la communication en contexte scolaire, en milieu scolaire. Donc, comprendre une information, un vocabulaire spécifique et une matière, lire et écrire. Et vous voyez, hein, il faut environ à peu près 5 ans pour arriver jusque-là. Donc 2 plus 5, hein, BEX plus CALP, c'est en gros l'école primaire plus le début du collège, si je ne m'abuse. Alors, je reprends ici ce que dit Conte dans un livre qui est très intéressant que je vous ai mis dans les pistes bibliographiques à la fin. On n'insistera jamais assez sur le fait qu'une langue n'est pas une chose séparée du monde. Une langue ne peut se percevoir, s'appréhender qu'en lien avec la culture dont elle est issue, l'identité des gens qui la parlent, le savoir qu'on en a et l'expérience qu'on en a fait. Et du coup, il en découle que l'apprentissage d'une langue, il va vraiment être tributaire de l'ancrage identitaire, l'ancrage social de la personne et du groupe. On n'insistera jamais assez là-dessus. Et un jeune enfant a vraiment besoin de sentir que ces deux langues sont valorisées. Aux États-Unis, hein, c'est quand même fréquemment vu de manière négative. Bon, je vous ai montré hein, tout ce qui est English first. Il y a eu beaucoup de débats sur la place de l'espagnol aux États-Unis, avec George W. Bush qui avait dit que l'hymne national devait être chanté en anglais et que faire une version espagnole, c'était quasiment un-American. Vous savez peut-être que, en parlant de Bush, John Kerry, qui avait été son opposant lors de l'élection de 2004, John Kerry est le cousin de Brice Lalonde. Il parle parfaitement français. On lui a clairement dit, il ne faut surtout pas le mentionner. C'est pas bien, c'est le français, c'est le socialisme. Alors en plus c'est Brice Lalonde, le syndicalisme. Ce bilinguisme était perçu comme pouvant être un obstacle potentiel à son élection. Il me semble que par ailleurs, Barack Obama, il me semble, a grandi en Indonésie et parle plus ou moins une des langues qui était parlée là-bas. Il n'y fait jamais référence. Surtout dans son cas à lui, vous savez qu'il y a tout le débat sur est-il américain ou pas. Passons. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il faut vraiment essayer de créer un environnement positif dans lequel un enfant va avoir envie de pratiquer ces deux langues, de les explorer, de penser, et pas simplement de parler. Mais il faut essayer de créer un environnement propice, positif. Et ce que je trouve intéressant dans ce que dit Comte, ensuite je vous mets les 4 choses, c'est que vous voyez, ne pas comprendre chaque mot de ce qui est dit, ne pas suivre de longues phrases, se fatiguer plus vite que les autres, se refermer sur eux-mêmes, eh bien en fait ça s'applique à tous les enfants, hein, qu'ils soient bilingues ou monolingues. Donc les problématiques ici sont les mêmes. Encore une fois, on a l'importance du milieu et de l'environnement qu'on crée, que l'on crée.
Et Conte finit sur ces choses-là qui sont adaptées des trois auteurs que je vous ai cités, donc ça date, hein, ça fait 35 ans que c'est sorti, mais c'est toujours valide. On a besoin d'une situation d'apprentissage compréhensible, ce qui est quand même assez intéressant. Il faut que l'enfant puisse se retrouver et naviguer dans la situation concrète. L'enseignant, bon, ça ce n'est pas nouveau, mais on le redit, hein, doit être une sorte de modèle qu'on va pouvoir calquer linguistiquement. Il faut absolument une situation de confiance et également ce qu'on appelle en anglais positive reinforcement, hein, le fait que les retours de l'autorité permettent à l'enfant de se sentir valorisé, même s'il fait des erreurs. Et je pense qu'il y a un contre-exemple total ici qui est assez adapté, c'est la façon dont on a enseigné les langues en France pendant des années, à savoir, dès que l'élève fait une faute, on le reprend, hein, pour lui dire non, attends, oui, le S, par exemple. Euh, à mon avis, je pense que ce n'est pas la bonne solution et ça va notamment complètement à l'encontre de la façon dont on apprend les langues étrangères aux États-Unis, où au contraire, on encourage à parler le plus possible. C'est pas grave si on fait des erreurs, plus on parlera, moins on en fera. Je pense que c'est tout à fait valide dans le cadre d'un apprentissage bilingue. Euh, Et alors, je voudrais vous proposer le tableau suivant, qui est une ébauche de quelques termes, hein. Mais quand je vous disais que la posture enseignante doit notamment être un modèle, euh, il y a tout un vocabulaire qu'on emploie pour parler de l'alternance codique ou du bilinguisme, qui, à mon avis, est insidieux et a des connotations négatives qu'on ne repère pas forcément. Alors, je vous ai mis dans la colonne de gauche des choses qu'on entend très fréquemment, quatre exemples. Interférence, langue maternelle, première langue, mélange codique. On les emploie tout le temps. Personnellement, je serais pour les laisser de côté et préférer des choses comme transfert ou influence, qui n'ont aucune connotation négative. Au lieu de dire langue maternelle, qui exclut ce qui pourrait être la langue paternelle, entre guillemets, parler de langue du foyer, le home language. La première langue, c'est pareil. C'est une expression qui me pose problème parce que chez un bilingue précoce, euh, on ne sait pas forcément quelle est la première langue. Donc, personnellement, je serais pour parler de langue préférée, puisqu'on peut avoir une langue préférée, hein. Très fréquemment, on va avoir une langue dans laquelle on va se sentir plus à l'aise que dans l'autre. Et enfin, on parle fréquemment de mélange codique ou de code mixing en anglais. Euh, je serais pour éviter, parce que ça donne l'impression qu'on fait un mélange, et quand on mélange quelque chose, on ne peut plus séparer les choses, hein. Donc ça donne en filigrane l'idée qu'on a confusion. Alors qu'alternance, ça permet d'insister sur le fait que ce sont des choses qui sont bien séparées, il n'y a pas de confusion, on sait où commence une langue, on sait où finit l'autre, enfin, ou l'inverse. Bref. Commons, qui est un grand spécialiste de la question, lui aussi, présente quatre aspects organisationnels qui sont intéressants à mon sens. La promotion que fait le milieu éducatif à la fois des langues et des cultures de l'élève, l'implication de la communauté dans l'éducation. Alors ça, évidemment, ça vaut pour tout, pas forcément le bilinguisme, mais c'est d'autant plus important dans le bilinguisme. Euh, La mesure dans laquelle on motive l'élève à être actif, à ne pas être un simple réceptacle d'informations, mais à créer du contenu lui-même. Encore une fois, l'apprentissage, l'acquisition d'une langue passe par l'action. Et enfin, alors, pareil, c'est valide pour tout aspect de l'apprentissage, mais la mesure dans laquelle, dit Commons, un enseignant va être avocat de l'élève plutôt que celui qui va lui dire non, tu t'es trompé, la faute vient de toi. Et vous savez, j'imagine qu'il y a ce débat en France en ce moment en didactique depuis quelques années. Est-ce qu'on doit dire une faute ou une erreur? Une chose aussi simple que ça a des répercussions. Vous avez ce schéma que j'ai copié-collé du livre de Commons que je trouve très intéressant. Je vais juste parler des deux dernières lignes là, et puis vous aurez tout le loisir de regarder ensuite
le détail de ce que dit Carmens, mais on a le choix, bon, c'est manichéen, mais ça reste un schéma, hein. Soit on a des relations coercives qui sont positives, hein, puisqu'elles sont reinforcing, ou on a des relations collaboratives. Euh, les deux sont les deux pôles d'un continuum. Il faut savoir, à mon avis, où on se place dès le départ. Vous aurez remarqué que juste au-dessus, il a cette chose intéressante, hein, générer du savoir et négocier des identités. Et ça, c'est très important dans le cadre du bilinguisme. L'identité du bilingue est toujours en renégociation par l'intermédiaire de l'emploi de l'une ou l'autre langue ou des deux langues. Donc, pour moi, personnellement, je pense qu'il est sain de réfléchir en avance à ce qu'on veut faire en termes linguistiques dans une classe où on sait qu'on a des enfants qui manient deux langues. Et également, je pense, et là c'est ma posture d'éducateur qui parle, mais qu'il est préférable toujours d'expliquer aux enfants ce qui motive une règle. Et par ailleurs, ça peut être un outil pédagogique. Euh, Grosso modo, soit on dit l'alternance est une façon normale de s'exprimer et on ne la décourage pas, soit on dit dans la classe il faut qu'on ait un certain registre et donc l'alternance va être découragée. Euh, Pourquoi pas, hein. En soi, ce n'est pas une posture que je juge démesurée, puisqu'après tout l'école est aussi le lieu où on fait l'apprentissage des registres appropriés aux situations sociales spécifiques. Donc on peut très bien commencer à faire prendre conscience à un enfant que on ne va pas pouvoir alterner les langues dans tous les milieux. C'est une posture qui se tient tout à fait. Mais dans ce cas-là, vous voyez ce que je vous ai mis sur le keynote, je pense qu'il est sain de s'assurer que ça ne va pas être perçu de manière négative par un enfant. À la rigueur, on peut même passer par le jeu, hein, pour le faire passer, mais il ne faut pas que ce soit une source d'angoisse, hein. Rappelez-vous ce que j'ai mis un peu plus tôt dans le PDF, l'exagération, dire priver un bilingue d'une de ses langues, c'est comme priver un monolingue de la moitié de son vocabulaire. Si on le fait, il faut faire attention à bien l'expliquer. Alors ça, c'est ce que je viens de vous dire. Alors ça, c'est un détail, mais je veux toujours le souligner, rien que par acquis de conscience. L'explication qui passe par on ne doit pas dire de gros mots en classe, bah c'est pareil, on ne doit pas alterner. J'imagine que vous vous rendez bien compte, hein, ça associe l'alternance à quelque chose de mal. Donc, on évite. Je le répète parce qu'il m'est déjà arrivé assez fréquemment de l'entendre dit. En parallèle, alors j'en ai déjà parlé, mais encore une fois, l'oralité est quelque chose de très important. L'échange, la pratique de la langue, le fait de parler, vraiment, ça va favoriser l'acquisition des deux langues. Et encore une fois, les bilingues savent prendre du recul par rapport à leur langue. Donc, à mon avis, il faut jouer là-dessus. On peut jouer sur ce recul qu'ont les bilingues par rapport à leurs deux langues. Ça peut être très pédagogique, ne serait-ce que par le jeu. Si, à l'inverse, on accepte l'alternance, il va falloir se poser la question des répertoires. Et on a ces trois questions qui, à mon avis, sont importantes. Dans quelle situation on peut alterner? Avec quels interlocuteurs, par exemple? Est-ce que j'ai le droit, moi, élève, d'alterner avec mes petits camarades? Et est-ce que j'ai le droit d'alterner avec l'enseignant? Est-ce que j'ai le droit d'alterner avec mon enseignant? Est-ce que j'ai le droit d'alterner avec d'autres enseignants qui ne seraient pas les miens, etc. Et enfin, sur quel sujet? Par exemple, si un enseignant me demande ce que j'ai fait hier à la maison, est-ce que j'ai le droit d'alterner par opposition à s'il me demande de réciter une leçon, par exemple? Je schématise de manière outrancière. Mais le sujet est important, hein, dans l'alternance codique. Et alors, en parlant des interlocuteurs, je reprends ce que je disais tout à l'heure.
On peut avoir deux cas de figure. Un enfant qui décide d'alterner, de parler une seule langue à ses camarades et une autre à un enseignant, c'est une marque de respect. Ça veut clairement dire, je vous mets sur un autre plan que les enfants. Ou alors, on peut avoir plusieurs possibilités. Un enfant qui alterne avec un enseignant, c'est au contraire soit ça peut être pris comme une marque d'irrespect, on ne marque pas la distance, soit au contraire une marque de respect au sens où si un enfant alterne avec l'enseignant, ça veut dire qu'il se sent en confiance et il est en train de dire vous, enseignant, vous faites partie de mon groupe de personnes. Euh, donc il a assez confiance, il a suffisamment confiance pour alterner avec l'enseignant. Évidemment, ce sont des situations qui sont nombreuses et qui peuvent paraître contradictoires parfois, malheureusement. Euh, Conch, pardon, ce n'est pas Conch, c'est AutoCorrect qui me joue des tours. C'est encore une fois Conte, hein, ce n'est pas C-O-N-C-H, c'est C-O-N-T-E-H. Excusez-moi, je l'ai laissé passer. Conte, il parle des 5 Ws qui sont assez intéressants. On peut s'en servir de façon métalinguistique quand on établit ce qu'on peut ou ne peut pas faire en termes d'alternance. Donc il y a à qui on s'adresse, le contenu de ce qu'on dit, c'est ce que je vous disais avec le sujet, la raison pour laquelle on le dit, la raison pour laquelle pardon, on l'a dit, le moment où on le dit. Par exemple, on peut décider de dire on n'alterne pas pendant la classe, mais dès que la classe est terminée, ça revient, on a le droit d'alterner. Pareil, où est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on a le droit d'alterner dans la salle de classe? Est-ce qu'on a le droit d'alterner dans la cour de récréation? Est-ce qu'on alterne chez soi, etc. Poser ces questions, ça permet aux élèves de prendre du recul sur leur pratique. Donc ça peut être bénéfique. Encore une fois, le recul métalinguistique est, à mon sens, toujours bénéfique. Alors maintenant, quand un élève alterne, je vous fais les propositions suivantes, hein, ce ne sont que des suggestions. Encore une fois, on ne connaît pas de formule magique pour élever un bilingue de façon efficace, infaillible. Donc, la fonction identitaire. Encore une fois, l'alternance, elle sépare le monde en deux. Il y a ceux qui comprennent et ceux qui se retrouvent de facto exclus. Dans les ouvrages sur le sujet, on parle de we code et de they code. Il y a le code que nous comprenons dans le groupe et le they code des autres. Donc ce we code, l'alternance en ce qui nous concerne, va renforcer notre sentiment d'appartenance. Donc forcément, la question va être de savoir, est-ce que tout le monde dans une classe se retrouve dans ce we code? Est-ce que si un élève se met à alterner, tous les autres vont être capables de suivre? Si ce n'est pas le cas, on risque que les élèves se sentent exclus. Deuxième chose, l'alternance à fin d'insistance ou de clarification. Dans ce cas-là, elle correspond à une répétition. Personnellement, j'aurais tendance à dire que c'est un cas bénéfique parce que c'est un cas d'alternance métalinguistique. Elle montre que l'élève sait séparer ses langues et essaye de se servir de ces deux répertoires pour expliquer une chose. Donc, personnellement, je pense que c'est un exercice qui est assez sain. À l'inverse, on peut aussi penser que un élève va choisir de changer de langue pour expliquer quelque chose parce qu'il ne se sent pas capable de le faire dans la première. Donc là, il faut voir où on en est. Et alors, il peut arriver qu'on ait la flemme. La flemme. En général, en contexte scolaire, la flemme n'est pas une excuse valide. Donc là, si l'enseignant se dit, moi, il est en train de changer de langue parce que je sais très bien qu'il peut le faire dans cette langue, il se donne pas les moyens de le faire, là, on peut réagir. Rapporter des propos, encore une fois, c'est un cas extrêmement courant dans l'alternance. Hein. Ça peut être l'occasion d'une activité linguistique. Par exemple, vous voyez ce que je vous disais, ça peut être l'occasion de faire développer des capacités d'expression. Si un élève rapporte une chose qui a été dite en anglais, par exemple, on pourrait très bien imaginer un scénario dans lequel on dit c'est très bien, tu sais le dire en anglais. Maintenant, essaie d'imaginer comment tu le raconterais
X qui, lui, ne parle pas anglais, comment tu ferais? Euh, Ça peut être une activité qui permet de développer les passerelles entre les deux langues et les qualités, les aptitudes à l'expression. Enfin arrive quelque chose d'un peu plus problématique euh, quand on a un problème d'équivalence. Euh, S'il n'y a pas d'équivalent dans la langue cible, ça peut être l'occasion de montrer justement que les deux langues ne sont pas les mêmes choses et que ce n'est pas grave de ne pas avoir la même capacité exacte dans les deux. Euh, J'insisterai sur le fait aussi que c'est l'occasion de revenir sur tout ce qui est question de supériorité linguistique, hein, et d'essayer déminer le terrain pour montrer que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on parle une langue qu'on est meilleur qu'un autre, ce n'est pas parce qu'on parle deux langues qu'on est meilleur qu'un autre, etc. Et alors s'il y a bel et bien un terme équivalent et que l'élève ne le connaît pas, euh, soit vous essayez de le faire passer par une... Enfin, vous, pardon, je pensais you. Soit on essaie de le faire passer par une périphrase qui explique, soit on essaie de faire deviner, soit on a recours aux autres élèves, euh, mais il faut essayer d'éviter de faire en sorte que ce soit quelque chose de traumatisant, hein. L'angoisse est toujours derrière, dans l'ombre, elle est tapie, elle n'attend qu'une occasion pour ressortir et faire que l'enfant se dise « Oh mon Dieu, je ne connais pas le terme, ça y est, c'est ma faute, je suis un mauvais locuteur ». C'est une angoisse qui quitte très rarement les bilingues. Enfin, euh, le côté humoristique. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, un jeu de mots bilingue, ça trahit le fait qu'on arrive à regarder la langue non plus en tant que véhicule communicatif, mais en tant qu'objet. Donc ça prouve qu'on a une certaine conscience métalinguistique. Euh, et ça permet de voir non seulement que l'enfant qu'on a devant soi arrive à faire la différence entre les deux, mais aussi que grâce à cette capacité à faire la différence, il n'hésite pas à en jouer. Et c'est quelque chose de très positif. Et c'est un lieu commun, mais s'amuser avec la langue, c'est vraiment un des meilleurs moyens de la pratiquer et de progresser dedans. Donc même si un jeu de mots bilingue peut paraître, peut faire penser à une confusion, euh, en général, s'il y a humour, c'est qu'il y a recul et donc que non, il n'y a pas confusion, justement. Que l'élève voit qu'il y a séparation et il trouve la confusion drôle, parce qu'il arrive à l'apercevoir. Alors, très rapidement maintenant, je vous donne quelques points qui sont tirés de ma propre expérience. Donc, c'est quelque chose d'ouvert, hein, ce n'est pas du tout exhaustif. Et par ailleurs, si jamais on manque de temps, parce que je parle déjà depuis un certain temps, vous devez en avoir marre de m'écouter, n'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, remarque, à m'envoyer un email. Je serai très heureux de vous répondre. La question du bilinguisme parfaitement équilibré. Je dirais toujours que c'est un but qui est peu réaliste et qui est, à vrai dire, peu utile. La perfection linguistique n'existe pas, encore une fois. Et en plus, on n'utilise pas ces deux langues dans le contexte du bilinguisme pour les mêmes sujets, pour les mêmes personnes, pour les mêmes contextes. Euh, donc, l'équilibre parfait n'est pas forcément un but à rechercher. L'équilibre, oui, mais dans le cadre d'enfants qui vont avoir 5 à 12 ans, cet équilibre va être assez limité. Le deuxième problème potentiel, c'est le risque d'attrition. Euh, Encore une fois, je vous ai dit, hein, c'est très difficile d'élever un enfant bilingue et il est très difficile de maintenir à tout moment un bilinguisme équilibré. C'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les adultes. Il suffit que vous quittiez le pays dans lequel vous parlez votre deuxième langue, euh, l'attrition va arriver très vite, hein. Il suffit d'à peine un an passé à ne plus parler sa langue pour perdre des réflexes.
repensez à Jean-Claude Van Damme, qui est un bilingue tardif. Euh, il perd ses réflexes de francophone natif. Bon, alors, il en joue forcément, c'est clair et net, mais il a passé tellement de temps aux États-Unis que, à mon avis, je pense que son anglais est aujourd'hui meilleur que son français. Et donc, quand vous avez, pour revenir aux enfants, un enfant qui est scolarisé en L2, strictement, hein, strictement en L2, la L1 va fréquemment souffrir. Et on va avoir besoin de faire un effort constant pour vérifier que les deux langues sont utilisées. Et deuxième chose, donc vous avez un fort investissement en temps, un fort investissement éducatif, vous allez aussi avoir chez les bilingues un fort investissement émotionnel. Et c'est ce que j'ai déjà mentionné une ou deux fois, hein. Euh, on est très attaché à ces deux langues en tant que bilingue. Il suffit d'un traumatisme, par exemple, pour que ça arrive jusqu'au rejet d'une des langues, hein. C'est malheureusement fréquent. Et alors, je vais finir sur l'angoisse de l'incompétence. Euh, Fréquemment, alors c'est vrai chez les adultes, moins chez les enfants, mais je le signale quand même, quand on dit qu'on est bilingue, on va fréquemment avoir des gens autour de soi qui vont vous dire: tu peux me traduire ça, vu que tu es bilingue, ça devrait pas te poser de problème. Non. On n'est pas traducteur dès lors qu'on est bilingue. Le problème, c'est que du coup, il va être assez fréquent qu'on se dise c'est vrai, je suis bilingue, donc je devrais savoir tout traduire. Et ça va être une source d'angoisse. Euh, En contexte scolaire, euh, ça va être aussi, encore une fois, source d'angoisse. Donc on peut penser qu'on pourrait soit instaurer un contexte où on dit ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas l'équivalent d'un mot, si vous avez un trou, vous passez à l'autre langue, il n'y a aucun problème. Ou alors, vous dites non, entre nous, on va essayer d'éviter d'alterner parce qu'on essaye d'apprendre à rester dans une langue, mais ce que tu peux faire, c'est demander l'équivalent. Je suis toujours là pour te donner un équivalent si tu as un trou de mémoire, ou tu peux demander aux autres. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le renforcement positif est vraiment crucial. Euh, et alors, si ça va loin, un peu plus loin, ça peut passer par des choses comme c'est pas grave si tu as des carences, puisque tu as quand même, si tu prends tout ton vocabulaire, il est très étendu. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu as un vocabulaire qui est très important. Euh, et vous pouvez, si besoin est, rappeler que les deux langues sont ancrées sur une connaissance grammaticale qui est relativement solide. Après, les domaines du vocabulaire et les domaines lexicaux ne vont pas forcément être les mêmes partout, hein. Je donne cet exemple. Si on apprend à jouer d'un instrument avec un père francophone, mais on joue du foot américain à l'école, bon, logiquement on connaîtra le vocabulaire de la musique en français, le vocabulaire du foot en anglais. Ce n'est pas un problème. Euh, et enfin, c'est pareil pour tout le monde, hein. Il y a, même chez les monolingues, des pans de vocabulaire dont on ignore complètement l'existence ou le contenu. Je ne connais rien au baseball, je ne connais rien aux trois français. Ça n'empêche pas de communiquer en général de façon assez non problématique, que ce soit en anglais ou en français. Alors, deux mots de conclusion. Encore une fois, le soutien de la communauté au sens étroit et au sens large est extrêmement important dans tous les domaines de l'existence, mais il est vraiment dans le domaine du bilinguisme. Et alors, je vous ai mis un chengyu, donc un proverbe chinois que j'aime beaucoup, parle d'un paysan qui tire sur ses brins d'herbe pour les faire pousser plus vite, et forcément le lendemain il s'aperçoit qu'ils sont tous morts. C'est pareil pour le bilinguisme. On peut l'encourager, mais il faut éviter d'essayer de le forcer. Si un enfant refuse de parler sa deuxième langue, même s'il la comprend, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut éviter de le forcer, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Euh,
L'alternance conique, c'est vraiment la base. C'est notre façon de parler de base, donc il faut s'en souvenir, euh, qu'on la décourage ou non. euh, Il va falloir accompagner ce qu'on fait en évitant de prendre une posture à travers le prisme du monolinguisme. Et si on comprend les phénomènes qui la régissent, hein, ça peut vraiment en faire un allié dans l'acquisition du langage et l'apprentissage des deux langues. Et voilà. Alors, si vous regardez le tout dernier point des pistes bibliographiques que je vous ai donné, mon laboratoire fait partie d'un consortium international qui s'appelle Multilingual Matters, qui est très riche, qui travaille là-dessus justement. Si vous allez voir leur site internet, ils ont beaucoup de ressources que vous pouvez utiliser. Et j'en ai enfin fini. Je vous vois à nouveau. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas assommé de trop d'informations. Merci beaucoup, Charles. Mais de rien. On peut te poser Alors, si quelques... vous avez des questions, Voilà, des questions. Voilà, je tourne. Bonjour, Pierre-Luc Denichon. Alors, tout d'abord, merci parce que je pense que l'alternance conique, c'est quelque chose qu'on vit vraiment au quotidien et dans la classe et même dans la vie personnelle aux États-Unis. Donc, je pense que la présentation a fait beaucoup de sens pour chacun d'entre nous. Ensuite, j'ai deux petites questions. Je vais vous les poser à la suite. La première question, c'est dans la diapositive numéro 16, quand vous parliez de mélange, les parents alternent les langues de leur enfant à la maison. L'inconvénient potentiel, l'enfant ne comprendra pas forcément ce que l'on ne peut pas alterner en toutes circonstances. Je me demandais si vous pouviez développer, parce que j'ai un peu de mal à voir éventuellement comment ça pourrait se passer, parce qu'on pourrait imaginer plusieurs cas où l'enfant va se retrouver à communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas l'une des deux langues, et donc il choisira la langue en fonction des compétences linguistiques de l'interlocuteur, ou bien alors il se trouve dans une situation où l'interlocuteur va parler plusieurs langues. Et dans ces cas-là, le choix de la langue ne sera pas forcément important, à moins peut-être qu'il s'agisse du cadre formel ou quelque chose d'autre. Et ma deuxième question, c'était sur les termes à éviter, et notamment, donc c'est la diapositive 50, sur le terme de langue maternelle. Je me demandais, est-ce qu'on ne peut quand même pas opposer langue maternelle et langue paternelle? Et notamment, je pense à, je suis un peu ignorant dans ce domaine, mais ce qui se passe au moment de la grossesse. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des recherches, est-ce qu'il y a des études qui montrent quand même que ce que le bébé va vivre dans le ventre de sa maman ne va pas déjà poser les bases au niveau linguistique? Du coup, la langue maternelle aurait quand même une place particulière, et la langue paternelle ne pourrait pas, enfin, on n'est pas dans une compétition, mais il n'y aurait quand même pas le même niveau, quoi. oui, absolument. Alors, je vais répondre d'abord par votre deuxième question et je reviendrai sur la première ensuite. Oui, les études montrent clairement que l'enfant, même avant la naissance, réagit à la langue de sa mère. Effectivement, parler de langue maternelle, ce n'est pas du tout une hérésie. Ce que je voulais simplement dire, c'est que dans certains contextes, euh, ce n'est pas forcément vu quand on parle de langue maternelle à un bilingue comme une référence directe à la langue que parlait la mère de l'enfant, enfin, la mère de la personne de cet enfant. Ça peut donner l'impression que on l'oblige à choisir, comme si l'autre était bon ou pas. Après, ce sont des suggestions. Mais en fait, pour mother tongue et langue maternelle, c'est moins les éviter que savoir dans quel contexte les utiliser. Et pour répondre à votre première question, je reviens sur la slide, si vous la retrouvez. Où est-il mon cours? Voilà. Alors, je vais vous répondre par une anecdote. Il y a quelques semaines, j'étais en TGV, assis aux côtés d'une famille américaine avec des enfants qui devaient avoir à peu près entre 3 et 4 ans. Et une petite fille qui parlait à sa voisine, qui n'était pas de la famille, qui n'était pas avec eux, qui était assise là par hasard. Et il lui parlait
en utilisant à la fois l'anglais et le français. Et la personne, qui était une dame âgée, avait l'air de complètement perdue. Et on voyait que la petite fille était de plus en plus frustrée. Elle avait du mal à comprendre pourquoi la vieille dame ne la comprenait pas. Après, c'est un cas relativement exceptionnel, je pense. Mais encore une fois, je pose des questions. Je pose des questions. Comme je le disais, euh, on ne sait pas, on n'a pas de recette magique. Sur l'éducation, on peut très bien créer, entre guillemets, éduquer un bilingue très peu équilibré avec la recette Learn from Language, tout comme avec les. Du coup, est-ce que j'ai répondu à votre question en fait? Oui, je pense qu'il y a des petits problèmes techniques, donc on n'a pas tellement de parce que moi, j'ai pas le son. Tu nous entends, Charles? On a quelques problèmes de son ici. Ah oui, alors là je t'entends, Julie, mais je n'ai rien entendu juste avant. D'accord, là c'est bon, c'est réglé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on avait un espèce de bruit de fond et ta voix était un petit peu métallique. C'est bon. Du coup, je ne sais pas ce que vous avez entendu ou pas, du coup, je suis désolé. L'anecdote. On est en plein dans des problématiques de communication, vous voyez. Est-ce que tu peux nous reparler de l'anecdote? On n'a pas très bien entendu l'anecdote de la petite fille. Ah oui, donc une petite fille de peu près, je dirais 3-4 ans, qui se met à parler à la personne qui était assise en face d'elle, qui était une femme d'un certain âge. Et la petite fille lui parle en mélangeant allègrement anglais et français. Et elle voit que la personne à laquelle elle s'adresse ne comprend pas. C'était une femme française qui visiblement ne parlait pas anglais. Et on voyait clairement que plus elle parlait, enfin que plus la petite fille parlait, plus elle se sentait frustrée. La petite fille se sentait frustrée. Elle se disait, mais pourquoi est-ce qu'elle ne me comprend pas? Après tout, je parle je fais l'exégèse de ce que j'ai lu sur son visage, hein, mais c'était, je parle tout à fait naturellement, pourquoi est-ce qu'elle ne me comprend pas? Donc il y avait une certaine frustration. La mère a fini par intervenir en disant, Sweetie, Madame ne parle pas anglais, donc il faut que tu parles uniquement français. Et la, la petite fille a eu une réaction que je trouvais très chou. Et elle a dit, ah bon? Mais pourquoi tu parles pas anglais? Voilà. Donc, ce que je disais, ce sur quoi je finissais, c'est que encore une fois, les points 1, 2, 3, 4 que vous avez hein, sur les différentes méthodes sont tous valides les uns comme les autres. On n'a pas de méthode infaillible. On n'a pas de méthode magique, malheureusement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Charles? Si, Benjamin. Attends. Hop. C'est par rapport au point où à la vidéo de Jean-Claude Van Damme, dont on discutait tout à l'heure. Au point de vue compréhension, je pense que tout le monde a compris, mais peut-être ce que Van Damme n'a pas compris, c'est que le journaliste, lui, c'était en France, il n'avait pas d'accent. Et donc, quand on est en situation d'alternance, à quel moment on va s'arrêter pour reprendre le petit exemple de la petite fille aussi, c'est-à-dire peut-être pas le limiter à une personne, une langue, mais une personne, un contexte, enfin, comment on peut détecter la limite ou le modéliser dans la classe en termes de soit de politique, soit physique aussi, de savoir ce qui est le plus bénéfique, parce que ça a beaucoup attrait au contexte en fait. Dans le cas de la petite fille, dans le cas de Van Damme, je pense que le fait qu'il soit à la télé française, c'est pour ça que c'était ridicule. Pour nous, c'est drôle, c'est ridicule peut-être aussi, mais par rapport à la compréhension, c'était pas ridicule pour les bilingues. Oui, absolument. Et vous avez absolument raison. Le problème avec Van Damme, c'est que il fait ça tout le temps, indépendamment du public. Forcément, il en joue, hein, mais dans le cas qui nous intéresse, on veut a priori une communication efficace et qui n'exclut personne.
Donc la question va être de s'assurer que le groupe a le même répertoire linguistique. Ça peut passer par un questionnaire en amont, par exemple. Est-ce que vous parlez ces deux langues? Ça peut passer, par une simple question. C'est un exemple, hein, une proposition. Dire aux enfants, bah, attention, n'oublie pas, si tu veux parler tes deux langues, n'oublie pas de demander à la personne à qui tu parles si elle comprend. Ou alors, fais attention, si tu vois que la personne a l'air d'être un peu perdue, c'est peut-être qu'elle n'a pas le même répertoire linguistique que toi. Euh, c'est moins fréquent quand vous avez le type numéro 2, parce que tout de suite, l'enfant va être habitué à cette idée que tout le monde ne partage pas le même registre linguistique. Et que donc il va devoir adapter sa façon de parler en fonction des gens. Généralement, ça se fait de façon quand même très intuitive. Même chez les enfants, il ne faut pas oublier que les enfants sont des éponges linguistiques et qui sont très doués pour lire les émotions des adultes et des autres. Hein. Même s'ils ne le laissent pas toujours voir, ils le voient de façon assez intuitive. Mais je pense que la verbalisation de la chose peut être très bénéfique. Merci. Autre question? Oui, ok. Alors, merci mille fois pour cette présentation hein, vraiment exhaustive et surtout très nuancée. Et j'apprécie vraiment ça, cet effort que vous faites constamment de laisser de la place pour toutes sortes de bilinguisme, le nôtre y compris. Ce qui m'a moins plu, c'est de réaliser que nous, on est quand même dans la catégorie du bilinguisme de prestige. C'est-à-dire que nos familles et les familles de nos élèves choisissent le français comme un plus pour leur réussite sociale, professionnelle, personnelle. C'est pas quelque chose, on n'y peut pas grand-chose, je pense, mais inversement, en France, on a assisté pendant longtemps à l'introduction de beaucoup de termes d'anglais que les Français utilisaient avec plaisir. Et puis en ce moment, il y a une sorte de retour, il y a cette expression soyons snobs, parlons français. Essayer de trouver des mots français pour dire les mots qu'on ne savait pas comment traduire avant. Qu'est-ce que vous pensez de l'introduction de l'anglais dans le langage français, dans le langage des journaux, des médias? Vous le voyez comme une alternance ou vous le voyez comme une invasion? C'est une question très intéressante, je vous remercie. Je fais souvent cette comparaison. À chaque fois qu'on me parle de l'invasion de l'anglais dans le français moderne, j'aime rappeler que d'une part, le vocabulaire de l'anglais, c'est 50% de français, et que c'est nous qui les avons envahis les premiers. Il y a 1000 ans, on leur a apporté le français, on a bouleversé l'anglais tel qu'il était parlé à l'époque, dans une mesure que l'anglais ne fera jamais avec le français aujourd'hui. Personnellement, les anglicismes ne me choquent pas du coup, sauf quand ils sont preuve d'un certain snobisme ou d'une certaine paresse, mais en fait, ils sont intéressants parce qu'ils montrent qu'il y a interpénétration culturelle. Les idées circulent, les concepts circulent. Donc, personnellement, je trouve que c'est quelque chose d'assez positif. Et puis, c'est quelque chose qui s'est toujours fait. Quand quelqu'un se plaint qu'il y a de plus en plus d'anglicisme, en général, je leur demande de me donner l'étymologie du mot budget ou du mot paquebot. Ou redingote. Ce sont des mots anglais, ce sont des anglicismes. Un bar, c'est pareil. Vous voyez, il faut aussi se souvenir que la langue est un organisme vivant qui évolue en permanence. Et on n'arrivera jamais à arrêter le flot des anglicismes, mais c'est pas un problème. Je ne sais pas si je réponds à votre question, en fait. Oui, c'est une perspective. Ça correspond un petit peu à ce que je pense, mais il y a beaucoup de gens qui pensent différemment.
France? Oui, bien sûr. Hein, les deux positions se tiennent, mais le fait est que on peut essayer de se placer comme un académicien et de fixer les règles, ou alors on peut se rendre compte qu'il est impossible d'empêcher une langue d'évoluer. Et d'autant plus aujourd'hui où on a quand même des millions de Français qui vont sur Internet quotidiennement et que Internet c'est 50% de contenu en anglais. C'est une bataille perdue, je pense, d'avance. Charles, je crois qu'on va te remercier largement de la présentation détaillée, exhaustive et qui, pour sûr, fera avancer nos travaux. Depuis longtemps que C'est moi. tard pour toi, en France. Oui, il va être l'heure d'aller dîner un peu tard. Oui, avec les retards de train, les coupures d'électricité, tout ça. Donc, merci de ce temps, ta générosité. Et donc, je me ferai passer ton adresse email de manière à se prolonger si certains le souhaitaient. Voilà. N'hésitez surtout pas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bon appétit. Merci. Au revoir.